Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans votre journal. Vendredi 8 avril, c'est le début du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du président de la FIF. 3 dossiers ont été déposés aujourd'hui, dont celui d'Idriss Diallo. Les autres candidats ont jusqu'au 10 avril pour lui emboîter le pas. De l'emploi pour les jeunes, des plages belles et salubres pour accueillir plus de touristes. C'est le pari du projet Timo à Bassam et à Assini. Ce projet va donner de l'emploi à 200 jeunes de la région. Ils seront formés pendant 6 mois sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et enfin, nous parlerons des obsèques en pays gourou au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un vrai casse-tête pour les parents des défunts. L'organisation des funérailles se veut plus grandiose, donc plus budgétivore. Le processus électoral de la FIF, tel que défini par le CONOR, poursuit parfaitement son cours. Hier, s'est refermée la période de retrait des dossiers de candidature et aujourd'hui, c'est le début du dépôt. Idriss Diallo, après avoir annoncé sa candidature hier devant la presse, a déposé aujourd'hui ses dossiers. En tout, 3 dossiers ont été enregistrés. Les autres candidats ont jusqu'au 10 avril pour faire de même. Salif Yalikwe, Mathurin Badé. Jour 1 du dépôt des candidatures à la Fédération ivoirienne de football. Déjà, des candidats à la présidence de la fêtière du football ivoirien se signalent. Cet après-midi, 3 candidatures ont été enregistrées pour la présidence de la FIF, celle de Jean-Baptiste Yaté Elélé, Arnaud Aka et Idriss Diallo. Aux différents présidents de clubs de se mobiliser pour cette élection. Taisons nos querelles partisans et faisons en sorte que le football ivoirien soit vainqueur. Je suis ici pour dire à la nation ivoirienne que mon candidat, M. Akano, peut gagner ces élections et il va gagner. Ensuite, il a l'aptitude et il a toute la capacité, la technique, les relations nécessaires pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Au nom donc de la liste rassemblée pour développer, conduite par le candidat Yassine Idriss Diallo, demander que ces élections, comme lui-même l'a dit, soient des élections apaisées, des élections qui rassemblent la famille du football, des élections qui permettent aux enfants de ce pays de se parler, mais surtout de se parler dans la courtoisie. Parce que ce qui est important, c'est la transformation de notre football, c'est le développement de notre football, c'est de ça qu'il s'agit. Auparavant, Valentin Koulaï a fait acte de candidature au poste de président de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Les dépôts de candidature prennent fin dimanche. La publication de la liste des candidats retenus est prévue pour le 15 du même mois. La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 16 au 22 avril, avant l'Assemblée générale, le 23 avril, à Yamoussoukro. Du côté du basketball, il n'y a pas contre un changement de chronogramme au niveau du championnat national. La fin de ce championnat est prévue le 12 juin au lieu du 19 comme annoncé. Le président de la fédération était face à la presse jeudi. Il a évoqué des dispositions à prendre pour une meilleure organisation de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 prévue en juillet prochain à Abidjan. Salif Yalikwe et Fusion Skisiedou pour les explications. La saison 2021-2022 du championnat national de basket s'achèvera le 12 juin prochain au lieu du 19 comme prévu initialement. L'annonce a été faite jeudi par le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Cette décision a été prise pour la tenue, dans les meilleures conditions, de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 prévue en juillet à Abidjan. Le championnat national connaîtra un terme le 12 juin. La date des All-Stars arrêtée, ce sera le 28 mai, qui sera le jour de célébration de nos stars. Et je pense qu'on promet à l'ensemble du public un spectacle qui sera forcément meilleur que le spectacle l'an dernier. Quant aux préparatifs de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, FIBA, Mahama Koulibaly reste optimiste. La fenêtre va réunir 4 nations, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la République centrafricaine et la Guinée. L'État de Côte d'Ivoire, comme vous devez savoir, nous avons proposé un budget et nous avons eu une partie du budget que nous avons proposé.
Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir avoir le complément budgétaire, en espérant que les partenaires privés et publics pourront nous accompagner à pouvoir combler le gap budgétaire. Toutes les stars ivoiriennes seront de la partie parce que tout le monde est très motivé pour représenter dignement la Côte d'Ivoire et faire plaisir à tous les Ivoiriens. La 14e journée du championnat se tiendra ce week-end avec un duel au sommet entre l'ABC et la SOA en N1 hommes dimanche au Palais des Sports de Treichville. Et comme annoncé en sommaire, Bassam et Assini vont bénéficier du projet Timo Plage. 200 jeunes de la région seront formés pendant 6 mois sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Résultat, les jeunes auront du travail, les plages seront plus belles et plus salubres pour accueillir plus de touristes. Le top départ a été donné par le ministre de la Promotion de la Jeunesse dans les 2 villes concernées, en présence de nos reporters Nadia Edia et Fujanski Siedou. Abdul Kadri Kofi fait partie des 100 jeunes bénéficiaires du programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre Timo Plage dans la ville de Grand Bassam. Inscrit en classe de première en cours du soir, ce jeune de 18 ans voit en ce projet une réelle opportunité. J'ai fréquenté et puis, par manque de moyens, j'ai dû arrêter les études. Je décide de participer à Timo pour pouvoir aider aussi mes parents à pouvoir payer mes scolarités et continuer encore mes études pour aller jusqu'au bout. Avec Abdul Kadri, ce sont au total 200 jeunes de 18 à 40 ans, dont 75% de femmes, qui ont pu bénéficier de ce projet à Grand Bassam et à Assini Mafia. Un moyen d'améliorer leurs conditions de vie grâce à un emploi décent et un revenu régulier. Je veux avoir mon propre magasin pour pouvoir aussi m'en sortir pour aider aussi la famille. Je me suis inscrite parce que je veux faire quelque chose avec l'agent de Timo Plage. Je veux vendre des sacs de femmes et puis les petits accessoires à côté. D'un coût de 201 173 100 francs CFA, les Timo Plage contribuent, outre l'emploi des jeunes, à la protection de l'environnement. Il faut savoir que les ressources des bailleurs ne sont pas extensibles. Donc il faut que dès maintenant, dès aujourd'hui où on fait le lancement, nos discussions commencent déjà à visionner l'après Timo. Les projets sont des prétextes pour bâtir des modèles. Et une fois que le modèle est fait, il ne faut pas attendre que le projet finisse, il faut le faire au fur et à mesure. Donc pour nous, le défi commence aujourd'hui. Avant de mettre officiellement ces jeunes en activité, le ministre de tutelle les a exhortés à tirer profit de cette opportunité. On peut mobiliser des ressources, on peut mobiliser donc des opportunités, mais si ça ne vous intéresse pas, si vous ne vous levez pas pour vous battre, si vous n'allez pas à la rencontre des opportunités, ça va passer à côté de vous. Donc je veux que la jeunesse ivoirienne se réveille, se batte et qu'elle soit entreprenante. Et que toutes ces opportunités qui sont en train d'être mobilisées, la jeunesse ivoirienne soit au rendez-vous pour pouvoir en profiter pleinement. La mise en œuvre du projet Timo a été possible grâce aux 2 contrats de désendettement et de développement C2D signés entre les gouvernements ivoiriens et français. Dans la commune d'Assini Mafia, le lancement des Timo a été couplé à celui du projet EcoH, zéro déchet, sur mon littoral, je m'engage. Les jeunes de la région du Cavali veulent s'engager sur la voie du développement et de la paix. Et pour un impact réel de cet engagement, ils ont décidé de faire les États généraux de la jeunesse de la région. Le lancement de ces États généraux s'est fait ce jeudi en présence de la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, et du ministre de la Promotion de la jeunesse, Mamadou Touré. Ces personnalités ont salué l'initiative. Les explications de Brice Nyanwa et d'Éric Kimou. La phase préparatoire, la consultation des populations, la consolidation et la restitution sont les 4 principales activités qui meubleront les États généraux de la jeunesse du Cavali. Pendant 5 semaines que dureront ces travaux, il s'agira pour ces jeunes d'aller à l'écoute des communautés de base de la région afin de recueillir le maximum d'informations, afin de connaître les problèmes du Cavali, de les examiner et d'apporter des éléments de réponse pouvant conduire à une paix solide et au développement de la région. Nous allons aller à Guiglo, à Toulepleu-Ataï, consulter les jeunes, savoir donc les préoccupations et chacun puisse aussi tirer les responsabilités, que ce soit des échecs comme des réussites, en vue donc de façon concrète et sincère d'amorcer un nouveau pacte, d'amorcer un nouveau élan, de donc commencer à aller de l'avant. Le Cavali, qui a longtemps été le théâtre de conflits armés, veut désormais être la vitrine du vivre ensemble, du pardon, de la paix
et du développement social. Une initiative saluée par la présidente de région, Anne-Désirée Ouloto, et Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse, qui a profité de l'occasion pour présenter les projets de développement prévus dans la région. L'ensemble des programmes pour 2022 que nous avons prévus donc dans votre région se chiffre à un peu plus de 1 milliard de francs CFA, c'est 1 milliard 282 250 000 francs CFA. Ensuite, nous avons donc des programmes d'apprentissage. Il s'agit d'apprendre à certains jeunes un métier et qu'au bout, là, ils puissent être installés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis une mère complète. Et comme on l'a dit, si vraiment hier on a été Gaou, aujourd'hui là, si tu es Nyata, c'est que c'est ta faute. En 2022 là, qui est là, c'est vous. Donc je voudrais vous encourager, premièrement, à rester unis. Ne vous laissez pas diviser. Ces états généraux concernent toute la région du Cavali, qui comprend 4 départements que sont Bloléquin, Taï, Tout-le-Pleu et Guiglo. Démarrés le 8 avril dernier, ces travaux prendront fin le 15 mai prochain. La dimanche de la solidarité, c'est le nouveau concept du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et pour le tout premier dimanche de la solidarité, la ministre Belmonde Dogo s'est rendue dans les communes de Yopougon et de Koumassi pour traduire la compassion du gouvernement à 2 familles qui sont dans l'affliction. Son périple l'a conduit aussi à Treichville, aux côtés d'une femme de 103 ans qui souffre de surdité. Pierre Dipomela. La tournée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a débuté à Yopougon, quartier sapeur-pompier, où un homme de 40 ans a péri dans un incendie le 30 mars dernier. Elle a ensuite mis le cap sur Koumassi au quartier Sikoji 3, au chevet de la famille Dodoz, qui a perdu en espace de 10 jours 3 de ses membres des suites de courtes maladies. À l'étape de Treichville, la ministre Belmonde a offert des oreillettes à Seini Onon Diallo, âgé de 103 ans, qui souffre de surdité. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des dimanches de la solidarité, des actions de proximité du gouvernement, pour traduire sa compassion aux personnes affligées. Dans chacune des familles, la ministre, les bras chargés, a laissé des vivres et non-vivres, et surtout des mots de compassion. Nous l'avons fait à Yopougon, nous l'avons fait à Treichville, et cela va continuer partout, parce que pour le président de la République, peu importe l'Ivoirien, là où il se trouve, quelles que soient ses opinions, doit avoir ce soutien, le réconfort du gouvernement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce ne sera pas que les moments de pleurs, mais les dimanches de la solidarité, ce sont aussi des moments de joie. Parce que la solidarité, c'est aussi la joie. Partager la joie avec les Ivoiriens et les consoler quand besoin se fait. Les dimanches de la solidarité, un concept nouveau initié par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, initié pour visiter les ménages partout en Côte d'Ivoire dans le but de partager des moments de peine, mais aussi de joie, dans une solidarité aussi bien préventive que réparatrice. Les dimanches de la solidarité se tiennent 2 fois par mois, a indiqué la ministre. Et je vous le disais en sommaire, presque tous les week-ends, on assiste à des funérailles grandioses aux frais des parents des défunts en pays Gouro, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et cela ne tient pas compte des capacités financières des affligés. C'est une double peine pour ces affligés, car ils n'ont pas souvent les moyens de satisfaire à ces exigences dites culturelles. Les funérailles en pays Gouro, un casse-tête pour les parents de défunts, c'est un reportage signé Mardoché Kwasi et Mathieu Rambadé. Terrain Vami, au quartier Sokura dans la commune de Zionoula, il est 23h. Les parents, amis et connaissances de feu Zahia Bitier Pascal sont réunis autour de sa dépouille pour la dernière veillée funèbre avant son inhumation. Dans plusieurs quartiers et villages de Zionoula et de la Maraoué, c'est la même ambiance. Chez les Gouro, les funérailles sont une occasion pour montrer son attachement et son amour aux défunts. C'est pour honorer le mort. Voilà. Dans notre tradition, on ne peut pas inhumer un mort incognito. Il faudrait qu'on invite la grande famille pour l'accompagner à sa dernière demeure. D'abord, c'est par rapport à la famille, pour élever le nom de la famille, pour dire bon, on a organisé des funérailles grandioses pour telle ou telle personne. Ça valorise un peu la famille, ça les fait un peu grand, quoi. L'organisation des funérailles en pays Gouro a beaucoup évolué avec le temps. Plus sobre dans le passé. Dans l'ancien temps, le passé, quand quelqu'un meurt, on appelle ses parents. Même s'ils sont au champ,
On les appelle, ils viennent, ils pleurent. On fait appel à ses parents biologiques qui sont ailleurs, dans le village, partout, et ils viennent. Maintenant, le corps est exposé. On fait laver le corps, on appuie le corps, et tout le monde pleure jusqu'à 3 jours, on l'enterre. La cérémonie funèbre se veut aujourd'hui plus grandiose, donc plus budgétivore. Certains la considèrent comme une opportunité de démontrer sa puissance financière, des pratiques qui divisent au sein de cette communauté. Si il y a les moyens, on fait le funéraire grandiose. Ben, le mort, bon, c'est un voyage de non-retour, on ne le voit plus, c'est irréversible. Et quand on enterre nos morts dignement, ça nous soulage. Moi, j'ai décrit ça, c'est un peu absurde. Les conservations même là, c'est superflu, c'est inutile même, c'est du gaspillage. En tout état de cause, ce sont les parents des défunts qui en paient le prix fort à leur corps défendant. La famille peut prendre une décision et pour finir, la charge reste sur une seule personne. Tes économies, pour pouvoir occuper de tes enfants et de ta famille, tu es obligé de sauvegarder l'honneur de la famille, tu es obligé de décaisser. Et ceux qui viennent, tu dois les héberger, les nourrir. Et en retour, ils te demandent transport encore. Moment de douleur et de recueillement pour les parents des défunts, les funérailles sont devenues aujourd'hui un casse-tête pour ces derniers, qui doivent, en plus des dépenses liées à la conservation, au transfert et à l'inhumation de la dépouille, se démener pour nourrir, loger et parfois transporter des parents, amis et connaissances, censés les soutenir dans ces moments de deuil. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.